Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te n'oublie pas mon bonjour, j'allais dire. Je te passe mon bonjour. Les amis, avant de débuter, comme d'habitude, on n'oublie pas les likes, les partages, les j'aime, les je t'adore, l'amour et tout compagnie. Et on s'abonne si ça vous intéresse. Les amis, quand des Israéliens eux-mêmes parlent de géno, et que des responsables politiques occidentaux refusent encore ce mot, le débat n'est plus juridique, les amis. Il est clos. Ils ont fermé le débat. S'il était possible, durant les premières semaines, de discuter ce terme, de le récuser, de le refuser, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible. Parce que vous avez un tel nombre d'organisations spécialisées, d'organisations humanitaires, d'instances légales comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, qui ont utilisé ce terme, et les dernières étant des organisations israéliennes. Deux organisations israéliennes, une organisation des droits humains et une organisation de médecins pour les droits humains, ont toutes les deux utilisé ce terme, au point d'ailleurs que un des deux rapports a pour titre notre génocide. C'est des Israéliens qui parlent et qui qualifient ce qui se passe de leur génocide. Sur ce point, Albert Ashkar a raison. Nier le mot quand les éléments s'accumulent relève d'une stratégie et d'un déni. C'est un refus d'affronter la réalité parce que les répercussions seraient extrêmement graves pour la nation et pour ses dirigeants. Il faut être précis sur l'intention, les amis. Ils ne cherchent pas à discréditer Israël en tant qu'État. Si pour autant c'est un État. Ils cherchent à neutraliser sa ligne de défense et en s'appuyant sur des organisations israéliennes eux-mêmes, il retire l'argument du biais extérieur et fait sauter le dernier verrou rhétorique. Dès lors, refuser encore le terme n'est plus une prudence juridique, mais plutôt un choix politique et conscient. Ici, les amis, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que j'en ai fait la démonstration moi-même. Et je vous le montre après. Enfin, juste dans quelques secondes. Parce qu'on a montré à Grok deux images. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne vivent pas dans le même monde que nous. Grok, donc Grok, est l'intelligence artificielle inventée par Elon Musk. Donc voilà, il a lancé lui aussi son intelligence artificielle pour un peu combattre, concurrencer notre ami le chat. Donc, on lui montre deux images. L'une associée au Hamas, l'autre associée à Sataniaou. On lui demande de retirer le killer d'enfants. Et surprise, l'intelligence artificielle, qui analyse les sujets selon ce qu'il trouve sur Internet et fait sa propre analyse. C'est ça l'IA en fait. Ne croyez pas que c'est un mec qui réfléchit derrière et qui vous écrit. Parce que l'IA, en fait, tout ce qu'il fait, il ne fait que de recherche sur Internet en fait. Et au bout, fait une analyse. Eh bien, devinez quoi, les amis? L'IA supprime alors l'image de Sataniaou. Le fait est vraiment troublant. Alors, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de prendre l'IA pour une vérité sacrée, ok? Mais simplement de voir qu'une analyse froide, j'ai bien dit froide, sans émotion, ni camp à défendre, arrive à une conclusion que beaucoup n'aiment pas entendre. J'ai moi-même, les amis, j'ai moi-même ici interrogé Grok à plusieurs reprises sur ce conflit. Les réponses convergent. Regardez vous-même. À chaque fois, l'analyse factuelle penche du côté des Palestiniens. Donc, quand un ordinateur qui n'est pas humain, je le répète, qui analyse sans émotion, sans prendre parti, et arrive à cette conclusion-là, ah les amis, pour moi le débat est clos. Enfin, il était déjà clos depuis longtemps, mais bon. Mais là, dire que liberté, égalité, fraternité vient
de la loi mosaïque et que la laïcité serait une forme de judaïsme, ce n'est pas une leçon d'histoire qu'il nous donne là. C'est une construction idéologique. Il est en train de projeter sa propre vision. Et donc le rabbin conclut en disant, voilà, la République se cherche depuis longtemps, et la crise de l'affaire Dreyfus était prise comme une crise intellectuelle de la République, une religion, c'est bien une religion laïque, et la religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. Il faut que le judaïsme se sépare de certains ornements inutiles, de certains, etc. Mais le judaïsme, ramené à l'essentiel de son message, peut donner cette religion dont la République a besoin et qu'elle cherche depuis la Révolution française. La manœuvre consiste à rattacher les valeurs républicaines françaises à une origine religieuse précise, afin de leur donner une affiliation symbolique. La raison de cette intervention est simple. Réinscrire la laïcité et la République dans un récit religieux pour légitimer une lecture particulière du présent. Le problème, c'est que la devise républicaine est historiquement liée à la Révolution française et à la construction républicaine moderne, pas à un héritage religieux exclusif. Le gouvernement sionisme de Netanyahou, extrême droite, est un gouvernement rempli de haine. Et cette haine-là reflète l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Des Israéliens qui n'ont rien à voir avec cette haine se retrouvent enfermés dans cette idéologie sionisme qui est portée par le gouvernement de Netanyahou. Parce que quand tu as autant de membres de gouvernement qui emploient de termes que je définis moi comme intention dans ce qui est le génome, c'est incroyable que aucun gouvernement au monde ne réagisse et ne dise à ce gouvernement-là, mais s'il vous plaît, tenez un peu en laisse vos ministres. On se casse la gueule ici, on se casse la tête pour vous défendre, pour vous réhabiliter, on se ridiculise devant nos propres populations pour vous réhabiliter, et vous avez des ministres, que vous lâchez comme des pitbulls. Ce passage, les amis, est central parce qu'ici, il n'est pas question d'interprétation, de contexte ou d'extrapolation. On a une ministre israélienne en fonction qui revendique publiquement sa fierté face aux ruines de Gaza. Quand Meir Golan déclare être fière, elle le dit explicitement. Je suis personnellement fier des ruines à Gaza et du fait que chaque bébé, même dans 80 ans, racontera à ses petits-enfants ce que les Juifs ont fait. Imaginez un seul instant si c'était un Allemand qui disait la même chose. Enfin, passons. Ce n'est pas qu'une réaction à chaud, c'est l'expression assumée d'une haine incarnée par la parole revendiquée et projetée comme un souhait durable. Il s'agit de transmettre la peur, d'inscrire dans les esprits l'idée que le juif est une menace permanente. Il ne s'agit pas seulement de convaincre militairement, mais d'inscrire la destruction dans l'histoire, de la normaliser et de la légitimer moralement. Ici, ce sont des dirigeants qui revendiquent les ruines, les assument publiquement et les transforment en fierté politique. Ne pas condamner ce type de propos et les laisser se reproduire n'a qu'un seul sens, les amis. C'est que vous y adhérez. L'actrice et envoyée spéciale de l'ONU, Angelina Jolie, s'est rendue au point de passage frontalier de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, afin d'observer la situation humanitaire, soutenir les efforts d'aide et exprimer publiquement sa solidarité avec la population civile palestinienne de la bande de Gaza. Le milliardaire israélien de la cybersécurité, Shlomo Kramer, affirme sans détour. Il parle de contrôler les plateformes, d'authentifier chaque utilisateur et utiliser l'IA pour encadrer
ce que les gens peuvent dire. Citons explicitement un modèle proche de celui de la Chine. Je vais être franc, les amis. Si une cause est juste, elle n'a pas besoin de museler la parole des gens. Quand des responsables économiques et technologiques appellent à limiter la liberté d'expression, ce n'est plus pour protéger un principe, mais parce que le débat leur échappe. Pour moi, quand on en arrive à la censure, ce n'est plus pour débattre, c'est pour faire taire ce qui dérange. À ce stade, il ne s'agit plus de convaincre, mais d'acheter la vérité et de faire taire ceux qui la mettent en cause. Une note interne, les amis, à la RATP, datée du 16 juillet 2025, signée par Jean Castex, ex-premier ministre, ancien PDG de la RATP, instaure un contrôle renforcé des pratiques religieuses sous couvert de neutralité et de laïcité. Présentée comme un outil de plan, travailler ensemble, elle demande aux encadrants de surveiller étroitement les pratiques religieuses des agents et surtout des salariés de la sous-traitance. Le texte va très loin. Retrait immédiat de tout objet qualifié de marqueur religieux, qu'il s'agisse de livres, de tapis ou de cartons de prière, jusqu'aux bouteilles d'eau dans les sanitaires, soupçonnées d'être utilisées pour des ablutions. Franchement, on n'est plus dans la neutralité de service public. Les syndicats et les salariés dénoncent une atteinte directe aux libertés individuelles et une logique de stigmatisation ciblée, visant principalement le travailleur musulman. Au point que certains parlent ouvertement de chasse aux musulmans. La direction de RATP refuse de commenter et se réfugie derrière le mot laïcité. Ça ne vous étonne pas, évidemment. C'est l'arme absolue. Autant donné que l'autre côté, l'arme absolue, c'est l'antisémitisme. De ce côté-ci, c'est la laïcité. Mais quand la laïcité devient un outil de surveillance et de soupçon généralisé, elle cesse d'être un principe d'émancipation pour devenir un instrument de contrainte. L'acteur Jackie Chan, mes amis, pour ceux qui ont connu, je pense que vous l'avez tous connu, c'est notre enfance, hein, Jackie Chan. Qui n'a pas aimé regarder les films de Jackie Chan? Eh bien, Jackie Chan, les amis, figurez-vous, confie avoir pleuré en découvrant une vidéo bouleversante d'un enfant de Gaza. Je vous laisse mater. 我就看一个视频，我一看那个小孩子一讲话我就哭了。他问你们大了做什么？我们这边的小孩子长不大的。哇，我眼泪咔就下来。加沙的小孩子，每天炸的，你看，他讲这句话，他没有表演。我们这边的小孩子长不大的，哇就下来。所以你看，老是一种幸福。所以在这边恭喜所有老人家可以老。 Le Burkina Faso annonce des restrictions totales de visas pour les ressortissants américains, en réponse directe au durcissement décidé par Washington contre les pays des alliances des États de Sahel. Honnêtement, c'est assez simple à comprendre. Les États-Unis ferment la porte, le Burkina Faso répond exactement avec la même logique. Pas de discours idéologiques, pas de posture morale, juste de la réciprocité. Et surtout, un message envoyé à toute l'Afrique. Le temps de la paternisation est terminé. Ce que je vois là-dedans, c'est surtout un message politique clair. Le temps où certains pays décidaient seuls des règles sans conséquence est en train de se refermer. Quand le rapport de force change, même symboliquement, les réponses deviennent plus frontales. Ouagadougou dit être ouvert à une coopération fondée sur le respect mutuel. Traduction complète, le respect ne va plus dans un seul sens. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée, mais la discussion les amis continue dans les commentaires. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve d'ici quelques jours. Quant à moi, je vous dis paix sur vous.